En entrant dans la maison de la modeste fermière, le millionnaire resta figé en voyant le dessin dans le cadre noir, le même dessin que sa fille l'avait fait avant de disparaître il y a 16 ans. Le soleil se couchait sur Annecy, baignant la façade imposante de la Villa Beaumont d'une lumière dorée qui ne parvenait pas à réchauffer les murs froids de cette demeure immense. Alexandre Beaumont se tenait debout devant la baie vitrée de son bureau, un verre de cognac à la main, contemplant le lac sans vraiment le voir. À 54 ans, il était l'un des hommes les plus puissants de France. Son empire immobilier, Beaumont Développement, avait transformé des quartiers entiers à Paris, Lyon et sur toute la Côte d'Azur. Sa fortune personnelle était estimée à plusieurs milliards d'euros. Et pourtant, à cet instant précis, il aurait tout abandonné pour revoir, ne serait-ce qu'une seconde, le sourire de sa fille Claire. 16 ans, 16 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour maudit de septembre 2009 où Claire, 8 ans à l'époque, avait disparu lors d'une promenade dans un parc de Toulouse. Toutes les recherches, tous les détectives privés, toutes les récompenses offertes n'avaient rien donné. Claire s'était volatilisée, comme avalée par la terre. L'enquête policière avait fini par être classée, faute d'indices. « Monsieur Beaumont, votre dîner est servi. » La voix de Monique Duret, sa gouvernante depuis plus de 25 ans, le tira de ses pensées, grande, sèche, impeccablement mise. Monique était d'une efficacité redoutable et d'une discrétion à toute épreuve. Elle avait été le pilier sur lequel il s'était appuyé après la disparition de Claire, puis après le décès de Hélène. « Je n'ai pas faim, Monique, laissez-moi. »« Vous n'avez rien mangé depuis ce matin, monsieur. Ce n'est pas raisonnable. » Alexandre soupira. Cette sollicitude constante, qu'il interprétait comme de la loyauté, l'irritait parfois autant qu'elle le réconfortait. Il savait que Monique avait raison. Il devait manger, il devait continuer à vivre, même si chaque jour sans Claire était une torture. « Très bien, j'arrive dans un instant. » Monique hocha la tête et quitta la pièce sans un bruit. Alexandre vida son verre d'un trait, sentant la brûlure familière de l'alcool dans sa gorge. Sur son bureau s'étalèrent des plans pour un nouveau complexe résidentiel de luxe en Occitanie. Les prévisions financières étaient excellentes. Comme toujours, ses conseillers le pressaient de conclure l'achat de ces terres agricoles à fort potentiel. Son regard tomba sur le cadre photo posé à côté de son ordinateur. Claire, 5 ans, riant aux éclats sur les épaules de son père, ses cheveux blonds volant au vent, ses yeux verts pétillants de joie. Hélène, magnifique dans sa robe d'été, les regardait avec amour. C'était leur dernier été ensemble avant que le cancer ne l'emporte. 3 ans après la disparition de leur fille, Alexandre passa un doigt sur le visage souriant de Claire. « Où es-tu, ma princesse ?» murmura-t-il, sachant pertinemment qu'aucune réponse ne viendrait. Le dîner se déroula comme tous les autres soirs, dans un silence pesant, rompu seulement par le tintement des couverts contre la porcelaine fine. Assis seul au bout de l'immense table en chêne qui pouvait accueillir 20 convives, Alexandre mangeait mécaniquement, sans goûter les plats sophistiqués préparés par le chef. « J'ai préparé vos bagages pour demain, monsieur », annonça Monique en lui servant un café. « Votre hélicoptère sera prêt à 7 heures. La météo annonce du beau temps sur l'Occitanie. » « Merci, Monique. Vous êtes toujours d'une efficacité redoutable. »« C'est normal, monsieur. Je veille sur vous depuis si longtemps maintenant. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur particulière, qu'Alexandre ne remarqua pas. Absorbé par ses pensées, ce voyage en Occitanie l'ennuyait déjà. Encore une acquisition, encore des millions d'euros ajoutés à une fortune qui ne lui apportait aucun bonheur, mais c'était tout ce qui lui restait. Le travail, l'expansion constante de son empire, comme si accumuler toujours plus de richesses pouvait combler le vide béant laissé par Claire et Hélène. Cette nuit-là, comme tant d'autres, le sommeil le fuyait. Il arpentait les couloirs silencieux de la villa, s'arrêtant parfois devant la porte fermée de la chambre de Claire. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. Incapable d'affronter ce sanctuaire figé dans le temps, avec ses peluches, ses livres, ses dessins d'enfants. Mais ce soir, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il tourna la poignée, l'odeur de renfermé le frappa immédiatement. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais il connaissait le chemin par cœur. Il avança jusqu'à la commode et alluma la petite lampe en forme de fée, celle que Claire adorait. La lumière douce révéla la chambre telle qu'elle était le jour de la disparition.
Le lit soigneusement fait avec sa couette rose à pois blancs, les étagères croulant sous les livres et les jouets, le bureau où s'empilèrent des feuilles de dessin, tout était à sa place, préservé comme dans une capsule temporelle, couvert d'une fine couche de poussière malgré les efforts de Monique. Il s'assit sur le petit lit, sentant le matelas s'affaisser sous son poids. Combien de fois avait-il lu des histoires à Claire, juste ici, sa petite tête blonde nichée contre son épaule? Combien de fois avait-elle ri, pleuré, rêvé entre ses murs? Son regard s'arrêta sur un dessin encadré accroché au mur. Une maison jaune avec un jardin de fleurs rouges, un soleil souriant, et dans le coin droit, la signature reconnaissable entre mille. Claire, 8 ans, avec le petit cœur qu'elle dessinait toujours à côté de son nom. C'était le dernier dessin qu'elle avait fait avant de disparaître. Alexandre sentit les larmes couler sur ses joues, sans chercher à les retenir. Ici, dans cette chambre, il n'avait pas besoin de maintenir le masque du puissant homme d'affaires imperturbable. Ici, il n'était qu'un père brisé par le chagrin. « Je te retrouverai, Claire », murmura-t-il dans le silence. « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je te le promets. » Il ne savait pas à quel point cette promesse était sur le point de trouver un écho dans sa réalité. Il ne savait pas que le voyage d'affaires prévu le lendemain en Occitanie allait changer sa vie à jamais. Il ne savait pas que le destin, après 16 années de cruauté, s'apprêtait enfin à lui offrir une chance de rédemption en quittant la chambre. Alexandre ne remarqua pas Monique qui se tenait dans l'ombre du couloir, l'observant avec une expression indéchiffrable sur son visage austère. Dans ses yeux brillait une lueur étrange, mi-dévotion, mi-autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus trouble. « Bonne nuit, monsieur », dit-elle doucement lorsqu'il passa près d'elle pour rejoindre sa chambre. « Bonne nuit, Monique. Demain, il partirait pour l'Occitanie. Demain, sans le savoir, il ferait le premier pas sur un chemin qui le mènerait vers la vérité. Une vérité qui dormait. Depuis 16 ans, sous son propre toit, l'hélicoptère d'Alexandre Beaumont survola les collines verdoyantes de l'Occitanie, leurs ombres dansant sur le patchwork de vignobles et de champs. Le contraste avec les gratte-ciel parisiens ne pouvait être plus saisissant. Ici, la nature dictait encore son rythme, indifférente aux ambitions humaines. « Nous approchons de notre destination, monsieur Beaumont », annonça le pilote dans l'intercom. « La propriété Caron est visible sur votre droite. » Alexandre jeta un coup d'œil par le hublot. Une modeste ferme en pierre, entourée d'oliviers centenaires et de champs cultivés, se dessinait au milieu de nulle part. Son directeur d'acquisition avait été catégorique. Ces terres valaient de l'or, leur emplacement, leur exposition et la qualité du sol en faisaient l'endroit parfait pour son nouveau complexe résidentiel de luxe, Beaumont Occitanie. L'appareil se posa sur un terrain plat à quelques centaines de mètres de la ferme. Une Jeep poussiéreuse les attendait, conduite par Pascal, son responsable local. « Tout est prêt, monsieur », dit Pascal en lui serrant la main. « La propriétaire vous attend. Elle s'appelle Sophie Caron, 24 ans, héritière de ses terres depuis la mort de ses parents dans un accident il y a 3 ans. Elle est jeune, remarqua Alexandre en s'installant dans le véhicule. Oui, mais ne vous y trompez pas. Elle connaît parfaitement la valeur de sa propriété. Elle est, disons, attachée à cette terre. » Alexandre haussa les épaules. L'attachement sentimental. Il connaissait, mais comme toute chose en ce monde, il avait un prix. La Jeep s'arrêta dans la cour de la ferme. Une silhouette émergea de l'ombre du porche. Grande, mince, vêtue d'une simple chemise à carreaux et d'un jean usé, Sophie Caron avançait vers eux d'un pas décidé. Ses longs cheveux blonds étaient noués en une tresse lâche qui retombait sur son épaule. « Monsieur Beaumont, je suis Sophie Caron. » Elle tendit une main ferme qu'Alexandre serra machinalement, puis il se figea, frappé par une étrange sensation de déjà-vu. Le visage devant lui, bronzé par le soleil et constellé de taches de rousseur, lui semblait vaguement familier, mais c'était surtout ses yeux qui le troublaient, 2 émeraudes d'un vert intense qui le fixaient avec assurance. « Enchantée de vous rencontrer », dit-elle face à son silence. « Vous avez fait bon voyage. » Alexandre se reprit. « Oui, merci. Votre propriété est impressionnante vue du ciel. » Un sourire illumina le visage de Sophie. Elle l'est encore plus quand on la parcourt à pied. « Suivez-moi, je vais vous faire visiter. » Pendant plus d'1 heure, Sophie les guida à travers champs,
vergers et vignobles. Elle parlait avec passion, ses mains dessinant dans l'air des gestes expressifs qu'Alexandre trouvait étrangement familiers. Elle évoquait ses projets d'agriculture biologique, sa vision d'une exploitation moderne mais respectueuse des traditions. Ces oliviers ont plus de 300 ans, expliqua-t-elle en caressant le tronc noueux d'un arbre. Imaginez tout ce qu'ils ont vu, toutes les générations qui ont récolté leurs fruits. Alexandre l'observait, captivé malgré lui, quelque chose dans sa manière de bouger, dans l'expression de son visage quand elle parlait de ses rêves, provoquait en lui un écho douloureux. Il se surprit à penser à Claire, à ce qu'elle serait devenue si... Non, il ne devait pas s'aventurer sur ce terrain, pas maintenant. Et qui est ce monsieur là-bas ? Demanda-t-il en désignant un vieil homme qui travaillait dans un potager à proximité de la maison. C'est Gérard Petit, répondit Sophie avec affection. Il travaille ici depuis... depuis toujours, en fait. C'est lui qui m'a tout appris sur cette terre. Elle fit un signe de la main au vieil homme qui leur rendit leur salut, avant de s'approcher, grand et sec malgré son âge. Gérard Petit avait un visage buriné par le soleil et des yeux d'un bleu délavé qui semblaient avoir beaucoup vu. « Gérard, je te présente Monsieur Beaumont, de Paris. Enchanté », dit simplement Gérard en essuyant sa main terreuse sur son pantalon, avant de la tendre à Alexandre. Son regard était méfiant, presque protecteur envers Sophie. « Monsieur Beaumont s'intéresse à notre propriété », expliqua Sophie. « Pour y faire quoi ?» demanda abruptement Gérard. Encore un de ces complexes touristiques qui défigurent nos collines. « Gérard », le réprimanda doucement Sophie. « Sois poli s'il te plaît. »« Ce n'est rien », intervint Alexandre, avec un sourire forcé. « Votre méfiance est compréhensible, monsieur Petit, mais je vous assure que mes projets respecteront l'âme de cette région. » Gérard grommela quelque chose d'inintelligible et retourna à son potager après avoir lancé un regard appuyé à Sophie, comme pour lui rappeler quelque chose. « Excusez-le, » dit Sophie en reprenant leur visite. « Il est très attaché à cet endroit, c'est plus qu'un employé pour moi. C'est presque un grand-père. Vos parents ne sont plus là, m'a-t-on dit. » Le visage de Sophie s'assombrit légèrement. « Ils sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. Enfin, ceux que je considérais comme mes parents. » « Comment ça ?» s'étonna Alexandre. Sophie hésita un instant. « C'est une longue histoire, en fait. J'ai été adoptée, ou plutôt, recueillie. Gérard m'a trouvée quand j'avais 8 ans, errant sur les routes. Apparemment en état de choc, je n'avais aucun souvenir de qui j'étais ou d'où je venais. Il m'a amenée chez lui, a alerté les autorités, mais personne n'a jamais réclamé la petite fille amnésique. » Alexandre sentit un frisson parcourir son échine. « Quand était-ce exactement ? En septembre 2009 ?» répondit Sophie. « Le 12 septembre, pour être précise, Gérard dit toujours que c'est mon 2e anniversaire. Septembre 2009, la date résonna dans la tête d'Alexandre comme un glas. Le même mois, la même année où Claire avait disparu. « Vous allez bien, monsieur Beaumont ?» demanda Sophie en voyant son visage pâlir. « Vous voulez vous asseoir un moment ? » ?»« Non, ça va, » mentit-il. « C'est juste. La chaleur, sans doute. Venez, on va prendre un café à l'intérieur. Il fait plus frais. » Alexandre la suivit comme un automate, l'esprit en ébullition. La coïncidence était troublante, mais il ne devait pas se laisser aller à des suppositions absurdes. Des milliers d'enfants disparaissaient chaque année en Europe. Cette jeune femme n'avait rien à voir avec sa Claire, et pourtant, c'est une maison simple, s'excusa presque Sophie en les faisant entrer dans une cuisine rustique mais accueillante. Mais elle me convient parfaitement. Elle a du caractère, répondit poliment Alexandre en s'asseyant à la table en bois massif. Tandis que Sophie préparait le café, il observa la pièce. Des herbes séchées pendaient des poutres. Un vieux poste de radio diffusait doucement une chanson française. Et sur les murs étaient accrochés quelques cadres, des photos de Sophie plus jeune avec un couple d'âge mûr, probablement ses parents adoptifs, et Gérard, quelques diplômes agricoles, et... Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Là, sur le mur principal, dans un cadre noir tout simple, se trouvait un dessin, une maison jaune avec un jardin de fleurs rouges, un soleil souriant et, dans le coin droit, une signature qu'il aurait reconnue entre 1000. Claire, 8 ans, avec le petit cœur que sa fille dessinait toujours à côté de son nom, exactement comme celui qui était accroché dans la chambre de Claire à Annecy,
exactement comme le dernier dessin qu'elle avait fait avant de disparaître. « Votre café ?»« Monsieur Beaumont » dit Sophie en posant une tasse fumante devant lui, puis, remarquant son regard fixe, « Quelque chose ne va pas. » Les mains tremblantes, la gorge nouée par l'émotion, Alexandre pointa du doigt le dessin sur le mur. « Ce dessin, où l'avez-vous eu ?» Sophie suivit le regard d'Alexandre jusqu'au dessin encadré sur le mur. Son expression s'adoucit, teintée d'une nostalgie lointaine. « C'est la seule chose que j'avais avec moi quand Gérard m'a trouvée, » expliqua-t-elle en s'approchant du cadre. Je le tenais serré contre ma poitrine. C'est étrange, non? J'avais tout oublié. Mon nom, mes parents, d'où je venais. Mais je n'ai jamais lâché ce dessin. Les doigts d'Alexandre tremblaient, tellement qu'il dut reposer sa tasse pour ne pas renverser son café. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que Sophie pouvait l'entendre. « Puis-je le voir de plus près ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Sophie décrocha le cadre et le lui tendit. « Bien sûr, ce n'est qu'un dessin d'enfant, mais il représente beaucoup pour moi. C'est mon seul lien avec... avant. » Alexandre prit le cadre entre ses mains, l'examinant avec une attention frénétique. Chaque détail était identique. La maison jaune aux volets bleus, les fleurs rouges aux tiges vertes trop longues, le soleil souriant dans le coin gauche, et surtout, cette signature caractéristique. Claire avait toujours écrit son nom avec un « i » dont le point était un minuscule cœur, une fantaisie que sa mère trouvait adorable. « Monsieur Beaumont, vous êtes tout pâle », s'inquiéta Sophie en posant une main sur son épaule. « Que se passe-t-il » Alexandre leva les yeux vers elle, la voyant soudain sous un jour nouveau, le vert de ses yeux, le même que celui de Claire, le même que celui d'Hélène, la forme de son menton, la courbe de ses sourcils, cette manière particulière qu'elle avait de pencher légèrement la tête sur le côté quand elle était préoccupée. « Où exactement Gérard vous a-t-il trouvé ?» articula-t-il avec difficulté. « Sur la route départementale des 117, près de Carcassonne, » répondit Sophie, de plus en plus perplexe face à la réaction de cet homme d'affaires parisien. « Mais pourquoi toutes ces questions ? Ce dessin a-t-il une signification pour vous ?» Alexandre posa le cadre sur la table et sortit son téléphone portable d'une main tremblante. Il fit défiler sa galerie de photos jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Une photo de Claire, prise quelques jours avant sa disparition. Elle souriait à l'objectif, ses cheveux blonds encadrant son visage d'enfant, ses yeux verts pétillants de joie. Il tendit le téléphone à Sophie. « Regardez. » Sophie prit l'appareil, confuse. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda la photo, puis Alexandre, puis de nouveau la photo. « Qui est cet enfant ?» murmura-t-elle. « C'est ma fille, Claire, » répondit Alexandre, la voix brisée par l'émotion. Elle a disparu le 12 septembre 2009, lors d'une promenade dans un parc à Toulouse. Elle avait 8 ans. Sophie recula d'un pas, comme frappée physiquement par ces mots. « Non !» souffla-t-elle. « C'est impossible. Je suis Sophie. Je suis Sophie Caron. Ma vie est ici, avec Gérard, avec ma ferme. » La porte de la cuisine s'ouvrit à cet instant, laissant entrer Gérard. Il s'immobilisa, sentant immédiatement la tension qui régnait dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son regard allant de Sophie, livide, à Alexandre, dont les yeux brillaient de larmes contenues. Il dit... Sophie s'interrompit, sa voix se brisant. Il dit que je pourrais être sa fille disparue. Gérard se raidit. Son visage tanné par le soleil sembla soudain vieillir de 10 ans. Il s'avança lentement et s'assit lourdement sur une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, » dit-il lentement à Alexandre, « mais vous êtes en train de bouleverser cette petite. Je comprends votre méfiance, » répondit Alexandre, luttant pour garder son calme. « Mais regardez vous-même. » Il fit glisser le téléphone vers Gérard, qui observa longuement la photo de Claire. Son expression se modifia subtilement, un mélange de reconnaissance et de crainte. « Ce dessin, » poursuivit Alexandre en montrant le cadre, « est identique à celui que Claire a fait la veille de sa disparition. Il était accroché dans sa chambre. Elle signait toujours avec ce petit cœur à côté du « i ». Sophie s'était assise à son tour, le visage entre les mains. « C'est absurde, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas être... Je ne me souviens de rien. Tu étais en état de choc quand je t'ai trouvée, » dit doucement Gérard. Parlant plus à lui-même qu'aux autres,
Les médecins ont parlé d'amnésie traumatique. Ils ont dit que tes souvenirs pourraient te revenir un jour, ou jamais. Il se tourna vers Alexandre, le regard dur. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi n'avez-vous jamais retrouvé votre fille? Les recherches n'ont-elles pas été menées dans toute la France? Pendant des mois, confirma Alexandre. J'ai engagé les meilleurs détectives privés. La police a diffusé son portrait dans tout le pays, dans toute l'Europe même. Mais il n'y a jamais eu la moindre piste. C'était comme si elle s'était évanouie dans l'air. Gérard, intervint Sophie d'une voix faible. Tu as bien signalé ma présence aux autorités, n'est-ce pas? Une ombre passa sur le visage du vieil homme. Bien sûr, dit-il. J'ai contacté la gendarmerie locale. Ils ont pris un rapport, mais il hésita. C'était compliqué. Tu n'avais aucun papier, aucune identification. Tu ne parlais pas. Tu restais des heures à fixer le vide, et puis... Et puis quoi? Pressa Alexandre. Gérard soupira profondément. Et puis j'ai commencé à m'attacher à cette petite. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Personne ne la réclamait. Les services sociaux voulaient la placer en institution. Mais elle faisait des crises terribles dès qu'on essayait de l'éloigner de moi. Alors, avec l'aide d'un ami avocat, j'ai arrangé une adoption officieuse. Sophie est devenue légalement ma petite fille. Un silence pesant s'abattit sur la cuisine. Dehors, le chant des cigales semblait assourdissant. « Montrez-moi d'autres photos », demanda soudain Sophie. « Si je suis vraiment cette Claire, vous devez avoir d'autres preuves. » Alexandre fit défiler sa galerie de photos. Claire bébé dans les bras de sa mère, Claire à 4 ans, déguisée en fée pour carnaval, Claire à 6 ans sur la plage, Claire à 8 ans soufflant les bougies de son dernier anniversaire. Sophie regardait les images défiler, son visage reflétant un tourment intérieur. « Je ne reconnais rien, » murmura-t-elle. « Aucune de ces images ne me dit quoi que ce soit. » Puis Alexandre s'arrêta sur une photo particulière. Claire a 7 ans, assise au piano, concentrée sur les touches. « Attendez, » dit Sophie en posant sa main sur l'écran. « Ce piano, tu te souviens de quelque chose ?» demanda Gérard surpris. « Pas vraiment, c'est juste une impression, comme si je sentais le toucher des touches sous mes doigts. » Elle secoua la tête. « C'est probablement mon imagination. Je n'ai jamais joué de piano. » Alexandre la regarda intensément. Claire adorait le piano. Elle avait commencé les leçons à 6 ans et montrait des dispositions remarquables. Un nouveau silence s'installa, plus lourd encore que le précédent. Finalement, Alexandre se leva. « Je comprends que tout ceci est bouleversant, » dit-il doucement. « Je ne veux pas imposer ma présence plus longtemps aujourd'hui, mais... » Il hésita, cherchant ses mots. « Je vais contacter des spécialistes, des enquêteurs. Si vous êtes d'accord, nous pourrions faire un test ADN pour lever tout doute. » Sophie leva vers lui un regard troublé. « Et si c'est vrai, si je suis vraiment votre fille, qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour ma vie ici? Je ne sais pas, » admit honnêtement Alexandre. « Nous devrons le découvrir ensemble. » Il laissa sa carte de visite sur la table. « Appelez-moi quand vous serez prête à en reparler. Je reste à Carcassonne pour les prochains jours. » Tandis qu'il quittait la ferme, escorté par Pascal qui l'attendait dehors, Alexandre sentait son cœur battre à tout rompre. Pour la première fois depuis 16 ans, il ressentait quelque chose qu'il avait cru à jamais perdu. L'espoir, dans la cuisine, Sophie fixait toujours le dessin d'enfant, comme s'il pouvait lui livrer les secrets de son passé oublié. « Gérard, » dit-elle finalement, « et si c'était vrai, et si ma vie entière n'était qu'un mensonge ?» Le vieil homme posa une main ridée sur son épaule. « Ta vie ici a été réelle, ma petite. Quoi qu'il arrive, personne ne peut te l'enlever. » Mais dans ses yeux bleus délavés, brillait une inquiétude que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Cette nuit-là, Sophie ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond où dansaient les ombres projetées par la lune. Son esprit était un tourbillon de questions sans réponse, de doutes et de peur. Qui était-elle vraiment? Sophie Caron, fermière occitane, ou Claire Beaumont, fille d'un milliardaire parisien, ces deux identités semblaient si éloignées l'une de l'autre, comme deux univers parallèles qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. La campagne dormait paisiblement sous le clair de lune. Cette terre, ces oliviers, cette maison en pierre, tout cela était son monde depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait.
Comment pourrait-elle appartenir à un ailleurs qu'elle ne reconnaissait pas? Pourtant, les photos sur le téléphone d'Alexandre Beaumont l'avaient troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cette petite fille blonde aux yeux verts, elle lui ressemblait indéniablement. Et ce piano, pourquoi avait-elle ressenti cette étrange sensation en voyant l'image? Comme si ses doigts se souvenaient du toucher des touches alors que son esprit demeurait vide. Un bruit la fit sursauter. Juste Gérard qui se levait, comme souvent quand il n'arrivait pas à dormir. Elle l'entendit descendre l'escalier, probablement pour se faire une tisane. Le vieil homme avait paru particulièrement agité après le départ de Beaumont. Était-ce de la culpabilité qu'elle avait lue dans son regard, ou de la peur? Sophie décida de le rejoindre. En descendant, elle s'arrêta devant le dessin encadré, désormais chargé d'une signification nouvelle et troublante. Claire, 8 ans. Était-ce vraiment son écriture? Avait-elle réellement dessiné cela? « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» constata Gérard quand elle entra dans la cuisine. Il était assis à la table, une tasse fumante entre ses mains noueuses. Son visage paraissait plus vieux, plus fatigué que jamais. « Comment pourrais-je dormir ?» répondit doucement Sophie en s'asseyant face à lui. « Gérard, je dois savoir. Raconte-moi exactement comment tu m'as trouvé. » Le vieil homme soupira, ses yeux fuyant ceux de Sophie. C'était un soir de septembre. Il pleuvait. Je revenais de Carcassonne où j'avais vendu des olives au marché, sur la départementale des 117. Mes phares ont éclairé quelque chose sur le bas-côté. Une petite silhouette, immobile sous la pluie. Sa voix se brisa légèrement. Tu étais trempé, le regard vide. Tu tenais ce dessin contre toi, protégé sous ton t-shirt. Tu ne parlais pas, tu ne pleurais pas, tu étais comme absente. Et ensuite, je t'ai emmené chez moi. J'ai appelé la gendarmerie. Mais c'était un soir de week-end. Ils m'ont dit de passer le lendemain si personne ne signalait ta disparition. Il hésita. Cette nuit-là, tu as fait un cauchemar terrible. Tu hurlais dans ton sommeil. Quand je suis venue te réconforter, tu t'es agrippée à moi comme si ta vie en dépendait. Sophie sentit un frisson la parcourir. Et le lendemain, je t'ai emmenée à la gendarmerie. Ils ont pris un rapport, ont fait quelques recherches, mais sans papier ni nom. Il secoua la tête. Ils ont parlé de te confier aux services sociaux. Mais tu as fait une crise de panique quand ils ont essayé de t'emmener. Le médecin a dit que tu étais traumatisée, qu'il valait mieux ne pas te bousculer. Mais si j'étais cette Claire Beaumont, si mon père me cherchait partout, comment se fait-il qu'on ne m'ait jamais retrouvée? Gérard baissa les yeux. Les semaines ont passé. Tu commençais à parler un peu, mais tu ne te souvenais de rien avant ton arrivée ici. Le médecin a parlé d'amnésie traumatique. J'ai fini par demander à un ami avocat s'il était possible que je devienne ton tuteur légal. Il a trouvé une solution. Nous t'avons déclarée comme ma petite fille, orpheline de mon fils fictif. Sophie se leva brusquement. Tu as falsifié mon identité. Pour te protéger, se défendit Gérard. Tu faisais des cauchemars terribles. Tu tremblais de peur à la moindre évocation de ton passé. J'ai pensé que tu avais fui quelque chose d'horrible. Peut-être des maltraitances. Je voulais te donner une chance de recommencer à zéro. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle aimait cet homme qui l'avait élevée avec tant d'amour. Pouvait-elle lui en vouloir d'avoir voulu la protéger? Je dois savoir la vérité, Gérard, dit-elle finalement. Je vais accepter le test ADN proposé par Monsieur Beaumont. Le vieil homme hocha lentement la tête. Je comprends. Quoi qu'il arrive, sache que pour moi, tu seras toujours ma petite Sophie. À l'hôtel de luxe de Carcassonne, où il avait établi ses quartiers, Alexandre Beaumont était au téléphone. Sa voix, habituellement calme et mesurée, vibrait d'une émotion contenue. Maître Fournier, j'ai besoin de vos meilleurs enquêteurs. Immédiatement. Il marqua une pause. Non, ce n'est pas une affaire d'entreprise. C'est personnel. Je crois avoir retrouvé ma fille. De l'autre côté de la ligne, le célèbre détective privé parisien resta silencieux un instant. Monsieur Beaumont, êtes-vous certain? Cela fait 16 ans. Je n'ai jamais été aussi certain de ma vie, coupa Alexandre. Elle a le même dessin, Fournier, celui que Claire avait fait la veille de sa disparition, et son visage, ses yeux. Très bien. Je prends le premier avion pour Carcassonne demain matin. Envoyez-moi tous les détails que vous avez. Après avoir raccroché, Alexandre ouvrit son ordinateur portable. Il créa un nouveau dossier qu'il nomma simplement Sophie Claire.
Il y téléchargea toutes les photos de Claire enfant, les rapports de police sur sa disparition, les articles de presse de l'époque. Son téléphone vibra, un message de Pascal. La jeune femme a appelé, elle accepte le test ADN. Rendez-vous demain 10h à la clinique privée de Carcassonne. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Demain, il saurait. Demain, 16 années d'incertitude et de douleur pourraient en prendre fin. Mais une question le tourmentait encore. Si Sophie était bien Claire, qui l'avait enlevée, comment s'était-elle retrouvée seule sur cette route d'Occitanie? Et pourquoi ne se souvenait-elle de rien? À des centaines de kilomètres de là, dans la villa Beaumont d'Annecy, Monique Duret faisait les 100 pas dans sa chambre. Le message qu'elle avait reçu d'un contact à Carcassonne l'avait plongée dans un état de panique qu'elle n'avait pas connu depuis 16 ans. Beaumont a rencontré une jeune femme qui pourrait être sa fille disparue. Il a demandé un test ADN. Les mains de Monique tremblaient, tellement qu'elle dut s'asseoir au bord de son lit. C'était impossible. Elle avait tout prévu, tout planifié méticuleusement. L'enfant devait disparaître à jamais, pas réapparaître comme un fantôme pour la hanter. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit une clé qu'elle portait toujours sur elle. Cette clé ouvrait un coffre-fort dissimulé derrière un panneau de sa garde-robe. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle n'avait pas osé détruire. Sa police d'assurance, son moyen de pression sur les 2 hommes qui avaient fait le travail pour elle, Jean Moreau et Paul Girard, 2 petites frappes qu'elle avait payées une fortune pour enlever la fille d'Alexandre. Ils devaient l'emmener loin, très loin, et l'abandonner dans un endroit où personne ne la retrouverait jamais. Monique sortit du coffre une enveloppe contenant des photos et des relevés bancaires. Si la fille m'était réapparue, il fallait agir vite. Ces preuves devaient disparaître, et peut-être fallait-il également faire taire définitivement Moreau et Girard avant qu'ils ne parlent. Elle saisit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « C'est moi », dit-elle d'une voix basse. « Nous avons un problème. Le colis perdu il y a 16 ans vient d'être retrouvé. Cette nuit-là, Sophie fit un rêve. Ou était-ce un souvenir? Elle était dans un parc. Le soleil brillait. Une femme blonde aux yeux verts, si semblables aux siens, lui souriait en lui tendant une glace. « Attention, Claire, ça va couler sur ta robe. » Puis soudain, la scène changea. Une main qui la saisissait par derrière. Un mouchoir sur son nez et sa bouche. Une odeur chimique, étouffante. La peur, terrible. Et puis l'obscurité. Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant la chamade. Le corps couvert de sueur froide. Pour la première fois depuis son enfance. Elle avait l'impression d'avoir entrevu un fragment de ce qui s'était passé avant que Gérard ne la trouve sur cette route. Si elle était réellement Claire Beaumont, qu'était-il arrivé ce jour-là dans ce parc? Et surtout, qui lui avait fait cela? La clinique privée Saint-Jean de Carcassonne était un établissement discret et luxueux, fréquenté par une clientèle fortunée soucieuse de préserver son anonymat. Dans une salle d'attente aux murs beiges et aux fauteuils en cuir, Sophie regardait nerveusement sa montre. 9h55, Alexandre Beaumont arriverait d'une minute à l'autre. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Gérard, assis à côté d'elle, son chapeau de paille froissé entre ses mains calleuses. Sophie hocha la tête sans répondre. Bien sûr qu'elle n'était pas sûre. Comment pourrait-elle l'être? Si ce test confirmait qu'elle était Claire Beaumont, sa vie entière basculerait. Qui serait-elle alors? Une riche héritière parisienne, la fille d'un magnate de l'immobilier. L'idée lui semblait aussi étrangère qu'effrayante. La porte s'ouvrit et Alexandre Beaumont entra, accompagné d'un homme élégant à l'allure stricte qu'il présenta comme maître Fournier, détective privé. « Mademoiselle Caron, monsieur Petit », salua poliment Alexandre. « Je vous remercie d'avoir accepté cette démarche. » Sophie se leva, serrant machinalement la main de l'homme qui prétendait être son père. Le contact fut bref, presque électrique. Elle vit l'émotion dans ses yeux et détourna rapidement le regard, incapable de gérer l'intensité de ce moment. « Allons-y », dit-elle simplement. Le prélèvement fut rapide. Un simple frottis buccal, le médecin leur annonça que les résultats seraient disponibles dans 48 heures, grâce à une procédure accélérée, avantage réservé aux patients fortunés. « Que faisons-nous pendant ce temps ?» demanda Sophie, alors qu'ils quittèrent la clinique. « J'aimerais commencer mon enquête », intervint maître Fournier. « Comprendre comment vous vous êtes retrouvés sur cette route d'Occitanie il y a 16 ans. Je peux vous montrer l'endroit exact où je l'ai trouvé, » proposa Gérard, visiblement désireux de coopérer. « Ce serait un bon début, »
approuva le détective. Alexandre se tourna vers Sophie. Et peut-être pourriez-vous me parler de votre vie. J'aimerais connaître la personne que vous êtes devenue. Sophie hésita, puis acquiesça. D'accord. Mais pas à la ferme. Retrouvons-nous au café de la place à Mirepoix. C'est un terrain neutre. Pendant que Sophie et Alexandre partageaient un déjeuner tendu au café de la place. Maître Fournier visitait le lieu où Gérard avait trouvé la petite fille. Le vieil homme montrait l'exact emplacement sur la descente 17, un tronçon isolé bordé d'arbres. Elle était assise juste là, sous ce platane, expliqua Gérard. Trempée jusqu'aux os, le regard vide. Avez-vous remarqué des véhicules, des personnes à proximité ? Interrogea le détective en prenant des notes. Non, rien. La route était déserte à cause de l'orage. Fournier observa les alentours. C'est loin de tout. Comment une enfant de 8 ans a-t-elle pu arriver ici seule ? C'est ce que je me suis toujours demandé, admit Gérard. J'ai supposé qu'elle s'était échappée de quelque part. Ou que quelqu'un l'avait abandonnée ici. Le détective sortit son téléphone et prit quelques photos. Y a-t-il des caméras de surveillance dans le secteur ? En 2009, dans cette campagne, Gérard eut un rire sans joie. Vous plaisantez ? Fournier hocha la tête. Pensif. Monsieur Petit, je dois vous poser une question délicate. Avez-vous envisagé, à l'époque, que cet enfant puisse être Claire Beaumont ? Le visage de Gérard se ferma. Je ne suivais pas les actualités. Je vivais seule, sans télévision. J'ai signalé sa présence aux autorités, comme je vous l'ai dit. Mais vous n'avez pas insisté quand l'enquête a piétiné. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour elle, se défendit Gérard, la voix tremblante. Elle était terrorisée. Chaque fois qu'un étranger approchait, elle paniquait. Et puis, il s'interrompit, comme s'il hésitait à poursuivre. Et puis, pressa Fournier. Et puis elle m'a dit quelque chose. Une nuit, pendant un cauchemar, les seuls mots qu'elle ait prononcés pendant des semaines, ne les laisse pas me retrouver. Elle était terrifiée à l'idée d'être retrouvée. Monsieur, que devais-je penser ? Le détective nota soigneusement cette information. Nous devons découvrir qui sont ces « ils » qu'elle craignait tant. Au même moment, à Paris, l'associé de Fournier, Antoine Mercier, pénétrait dans les locaux feutrés de la banque privée Helvetia. Muni d'une ordonnance judiciaire obtenue grâce aux relations d'Alexandre Beaumont, il demanda à consulter les archives des transactions effectuées par la famille Beaumont en septembre 2009. Ces informations sont strictement confidentielles, protesta le directeur. Cette ordonnance dit le contraire, répliqua sèchement Mercier. Il s'agit d'une enquête sur un enlèvement d'enfants, monsieur. La confidentialité bancaire ne s'applique pas dans ce cas. Après plusieurs heures d'examen minutieux, Mercier fit une découverte surprenante. 3 jours avant la disparition de Claire, un virement de 50 000 € avait été effectué depuis un compte secondaire de la Villa Beaumont vers un compte offshore au Caïmans. Le compte émetteur était au nom de Monique Duret, gouvernante, bingo, murmura Mercier en photographiant les relevés. Il appela immédiatement son patron. Fournier, j'ai quelque chose. La gouvernante a fait un virement suspect juste avant l'enlèvement. À Mirepoix, Alexandre et Sophie étaient assis face à face à la terrasse d'un café. L'ambiance était étrange. Un père et sa fille, qui étaient à la fois des étrangers l'un pour l'autre. « Parlez-moi de ma mère », demanda Sophie en fixant son café. Alexandre sortit une photo de son portefeuille. Une belle femme blonde aux yeux verts rieurs. Hélène était professeure de littérature quand je l'ai rencontrée. Elle adorait Proust et détestait Flaubert. Elle riait fort et pleurait facilement devant les films tristes. Sophie prit la photo, troublée par cette ressemblance frappante. Comment est-elle morte ? Cancer, 3 ans après ta disparition. Je crois que c'est le chagrin qui l'a tuée autant que la maladie. Un silence pesant s'installa. Sophie le rompit finalement. Si je suis votre fille, que s'est-il passé ce jour-là ? Alexandre soupira profondément. Tu étais au parc des Compagnes-Caffarelli à Toulouse avec ta nounou, Maria. Elle t'a laissé jouer près du bassin pendant qu'elle lisait sur un banc. Quand elle a relevé la tête, tu avais disparu. La police a interrogé tous les témoins. Mais personne n'avait rien vu de suspect. C'était comme si tu t'étais évaporée, et Maria. Elle a été longuement interrogée, mais elle n'était pas impliquée. Elle a quitté notre service peu après, brisée par la culpabilité. Le téléphone d'Alexandre sonna. C'était Fournier. Son visage s'assombrit au fil de la conversation. « Monique !» dit-il, incrédule. « C'est impossible. Elle m'est entièrement dévouée. » Il raccrocha, le visage livide. « Qu'y a-t-il »
demanda Sophie. Les enquêteurs ont découvert que ma gouvernante Monique Duret a effectué un virement suspect de 50 000 € 3 jours avant ta disparition. Il secoua la tête, refusant d'y croire. Monique est avec moi depuis 25 ans. Elle m'a soutenue après l'enlèvement, après la mort d'Hélène. Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance sont ceux qui peuvent nous trahir le plus profondément, murmura Sophie, pensant à sa propre situation avec Gérard. Le téléphone d'Alexandre sonna à nouveau. Cette fois, c'était Pascal, son assistant. « Quoi » s'exclama Alexandre. « Quand » Il raccrocha, l'air encore plus troublé. Monique a quitté précipitamment la villa ce matin. Elle a dit au personnel qu'elle devait rendre visite à sa sœur malade à Lyon. Mais Pascal vient de vérifier, Monique n'a pas de sœur. Elle fuit, conclut Sophie. Je vais alerter Fournier. Alexandre composa frénétiquement le numéro du détective. Localisez Monique Duret immédiatement. Elle est peut-être impliquée dans l'enlèvement. Alors qu'il raccrochait, son regard croisa celui de Sophie. Pour la première fois, ils partageaient plus qu'une gêne mutuelle. Ils étaient unis dans la recherche de la vérité. « J'ai fait un rêve hier soir », dit doucement Sophie. « Ou plutôt un souvenir, je crois. J'étais dans un parc, avec une femme aux yeux verts. Votre femme, probablement, puis quelqu'un m'a attrapé par derrière. Un mouchoir sur mon visage. Une odeur chimique. » Alexandre pâlit. « Tu commences à te souvenir ?»« Des fragments seulement. Mais si Monique est impliquée, pourquoi aurait-elle fait ça? Quel pourrait être son mobile? Je ne sais pas, admit Alexandre. Mais je te promets une chose. Nous découvrirons la vérité, et si elle est responsable de ce qui t'est arrivé, elle paiera. Pour la première fois depuis leur rencontre. Sophie ne corrigea pas le tutoiement d'Alexandre. Quelque part, profondément enfoui dans son inconscient, quelque chose commençait à s'éveiller. Le souvenir d'une vie qui lui avait été volée. Le soleil déclinait sur Toulouse, baignant la ville rose d'une lumière ambrée. Dans un appartement miteux du quartier Arnaud-Bernard, Jean Moreau fumait nerveusement une cigarette, les yeux rivés sur le journal télévisé. À 58 ans, cet ancien petit truand reconverti en chauffeur de taxi traînait toujours derrière lui le poids d'un secret vieux de 16 ans. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Le numéro était masqué. « Allô ?» répondit-il, méfiant. « Jean, c'est Paul. » La voix de son ancien complice était tendue. « Tu as vu les infos? Ils ont retrouvé la gamine. » Moreau sentit son sang se glacer. « Impossible. Si, la fille Beaumont, elle est vivante, en Occitanie, et il remonte la piste. Comment tu sais ça? Elle m'a appelé, souffla Paul Girard. La femme, celle qui nous a payé pour le boulot. Merde, grogna Moreau en écrasant sa cigarette. Qu'est-ce qu'elle veut? Que nous disparaissions? Elle propose de l'argent pour qu'on quitte le pays. Moreau ricana amèrement. Pour mieux nous faire descendre ensuite. Pas question. J'ai fait 16 ans de cauchemar à cause de cette histoire. Je suis trop vieux pour fuir maintenant. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Alors quoi? Demanda finalement Girard. Je crois qu'il est temps de parler, Paul, avant qu'elle ne nous fasse taire définitivement. À Carcassonne, Maître Fournier venait de recevoir un coup de fil qui allait changer le cours de l'enquête. « Monsieur Beaumont ?» dit-il en entrant dans la suite d'hôtel où Alexandre et Sophie l'attendaient. « J'ai une information capitale. 2 hommes viennent de se présenter au commissariat de Toulouse. Ils prétendent avoir participé à l'enlèvement de Claire, Sophie, qui feuilletait un album photo que lui avait montré Alexandre, leva brusquement la tête. « Qui sont-ils » Jean Moreau et Paul Girard, 2 petites frappes avec un casier judiciaire bien garni, ils affirment avoir été payés pour enlever la fille d'Alexandre Beaumont en 2009. « Par qui ?» demanda Alexandre. Le visage livide. « Par votre gouvernante, Monique Duret. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Alexandre se leva et alla vers la fenêtre, tournant le dos aux autres. « Je ne comprends toujours pas pourquoi, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Monique était comme un membre de la famille. Elle adorait Claire. Les enquêteurs les interrogent en ce moment même, poursuivit Fournier. Ils veulent que vous identifiez formellement ces hommes dès que possible, et... Il hésita. Il demande si mademoiselle Sophie accepterait d'être présente. Sa réaction pourrait être précieuse pour l'enquête. Sophie sentit un frisson la parcourir. Voir en face les hommes qui l'avaient arrachée à sa famille, l'idée était terrifiante.
Et pourtant, c'était peut-être sa seule chance de comprendre, de retrouver les fragments manquants de son passé. « J'irai, » dit-elle fermement. « Sophie, tu n'es pas obligée, » intervint Alexandre. « Si je le suis ?» Son regard était déterminé. « Si je suis vraiment claire, j'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé. » Le commissariat central de Toulouse était un bâtiment moderne en briques rouges. Dans une salle d'interrogatoire austère, Jean Moreau attendait, nerveux. La porte s'ouvrit sur un homme en costume, accompagné d'un policier. « Je suis maître Fournier, détective privé engagé par Alexandre Beaumont », se présenta l'homme. « Vous prétendez avoir participé à l'enlèvement de sa fille. » Moreau hocha la tête. Le visage crispé. « C'était il y a 16 ans, je n'étais pas censé faire de mal à la gamine, juste l'emmener loin de chez elle. Racontez-moi tout depuis le début. » Moreau prit une profonde inspiration. « En août 2009, une femme m'a contacté. Monique Duret, elle cherchait quelqu'un pour un travail délicat, disait-elle. Elle m'a présenté à mon complice, Paul Girard, et nous a expliqué ce qu'elle voulait. Enlever la fille de son patron et la faire disparaître. Disparaître comment ? La voix de Fournier était glaciale. Pas comme vous pensez, se défendit Moreau. Elle ne voulait pas qu'on la tue, juste qu'on l'emmène très loin, dans un endroit où personne ne la retrouverait. Elle nous a donné 50 000 € pour le boulot. Et vous avez accepté ? L'argent était bon. Moreau baissa les yeux. Honteux. Elle nous a donné toutes les informations, les habitudes de la nounou, les horaires, le parc où la petite jouait souvent. On devait agir un jour précis, quand Beaumont serait en déplacement à l'étranger. Que s'est-il passé ce jour-là ? Moreau ferma les yeux, comme pour mieux visualiser la scène. 12 septembre 2009, il faisait beau. La nounou lisait sur un banc pendant que la gamine jouait près du bassin. Je me suis approchée, déguisée en employée municipale. J'ai attendu que la nounou soit distraite par un appel téléphonique. C'était Girard qui l'appelait. Selon le plan de Monique, j'ai attrapé la petite par derrière, j'ai plaqué un mouchoir imbibé de chloroforme sur son visage et je l'ai emportée vers notre camionnette, garée juste derrière les buissons. Fournier prenait des notes frénétiquement. Ensuite, on devait l'emmener en Espagne, mais il hésita. La petite s'est réveillée pendant le trajet. Elle pleurait, appelait ses parents. Elle me regardait avec ses grands yeux verts, terrifiée. Sa voix se brisa. « J'ai des enfants, moi aussi. » À ce moment-là, j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire. L'argent ne valait pas ça. Alors, on a changé le plan. Au lieu de l'emmener à l'étranger, on a décidé de la laisser dans un endroit où quelqu'un la trouverait rapidement. On a choisi une route départementale assez fréquentée. Près de Carcassonne, on l'a déposée là, sous un platane. Elle avait ce dessin serré contre elle. Elle n'avait pas voulu le lâcher. La porte s'ouvrit brusquement. Alexandre Beaumont se tenait dans l'encadrement, le visage déformé par la rage et la douleur. « Espèce de monstre !» rugit-il en se précipitant vers Moreau. 2 policiers l'interceptèrent de justesse. « Monsieur Beaumont, calmez-vous. Il a détruit notre vie !» cria Alexandre, luttant contre les policiers. « Il a arraché ma fille à sa famille. Ma femme est morte de chagrin à cause de lui. » Derrière lui, dans le couloir, Sophie observait la scène, pétrifiée. Son regard croisa celui de Moreau. Et soudain, comme un éclair, un souvenir émergea du brouillard de son amnésie. Ces mêmes yeux, ce même visage penché au-dessus d'elle dans une camionnette qui sentait le tabac froid et l'aftershave bon marché. « C'est lui !» murmura-t-elle. « Je me souviens de lui. » Le commissaire s'approcha d'elle. « Vous êtes formelle, mademoiselle. » Sophie hocha la tête, tremblante. « Oui, ses yeux. Je les ai vus quand je me suis réveillée dans la camionnette. Il fumait une cigarette et disait à l'autre homme « On ne peut pas faire ça. Elle est trop petite. » Moreau leva vers elle un regard stupéfait. « Vous vous souvenez, mon Dieu ? » « Pas de tout, » admit Sophie. « Juste des fragments, mais assez pour savoir que vous dites la vérité. » Alexandre avait cessé de se débattre. Il fixait sa fille, puis Moreau, comme s'il ne savait plus qui haïr le plus. L'homme qui avait enlevé Claire, ou celui qui avait permis à Sophie de vivre. « Pourquoi Monique a-t-elle fait ça ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. Quel était son mobile ? Moreau haussa les épaules. Elle ne nous a jamais vraiment expliqué. Elle parlait de façon bizarre, comme si elle vous faisait une faveur en éloignant l'enfant, qu'un jour vous comprendriez et la remercieriez. C'est absurde, souffla Alexandre. Elle semblait obsédée par vous, poursuivit Moreau.
La façon dont elle parlait de vous était dérangeante, comme si vous lui apparteniez d'une certaine façon. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Sophie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette femme, cette Monique Duret qu'elle n'avait jamais rencontrée, avait orchestré la destruction de sa vie par obsession, jalousie. Savez-vous où elle pourrait être maintenant ? Demanda Fournier. Moreau secoua la tête. Non, elle m'a appelé hier pour la première fois en 16 ans, me proposant de l'argent pour disparaître. Je n'ai pas accepté. Vous avez bien fait, dit le commissaire. Votre coopération sera prise en compte, mais vous restez en garde à vue. L'enlèvement d'enfants est un crime grave, même 16 ans après. Alors qu'ils quittèrent la salle d'interrogatoire, Alexandre s'approcha de Sophie. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non. Comment pourrais-je aller bien ? Mais au moins, maintenant, je commence à comprendre. » Au même moment, le téléphone de Fournier sonna. « Oui, » répondit-il. Son visage s'éclaira. « Excellent. Nous arrivons tout de suite. » Il se tourna vers Alexandre et Sophie. « Les résultats du test ADN sont disponibles. La clinique a réussi à les obtenir plus rapidement que prévu. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Dans quelques minutes, elle saurait définitivement qui elle était vraiment. L'enveloppe blanche posée sur le bureau du médecin semblait contenir bien plus que de simples résultats d'analyse. Elle renfermait la vérité sur l'identité de Sophie, la confirmation ou l'infirmation de 16 années de vie. « Les résultats sont formels », annonça le Dedeur Leroy en ajustant ses lunettes. « La probabilité de paternité est de 90,98%, Monsieur Beaumont. Vous êtes bien le père biologique de Mademoiselle Caron. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Sophie ferma les yeux, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Scientifiquement, elle était Claire Beaumont. Légalement aussi, sans doute. Mais dans son cœur, dans ses souvenirs, qui était-elle vraiment ? Alexandre, assis à côté d'elle, pleurait silencieusement, les épaules secouées de sanglots qu'il tentait vainement de contrôler. « J'ai toujours su, » murmura-t-il. « Dès que je t'ai vue, j'ai senti que c'était toi. » Sophie, ou Claire, ne savait que dire. Une partie d'elle voulait se lever et serrer cet homme dans ses bras. Cet homme qui était son père et qu'il avait cherché pendant 16 longues années. Une autre partie voulait s'enfuir, retourner à sa ferme, à la vie simple qu'elle connaissait. « J'ai besoin d'air », dit-elle finalement en se levant. Alexandre fit un geste pour la retenir, mais Fournier posa une main sur son bras. « Laissez-lui du temps », conseilla-t-il doucement. Sophie sortit de la clinique et s'assit sur un banc dans le petit jardin attenant. Le printemps avait fait éclore des roses qui embaumaient l'air. Elle ferma les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle était Claire Beaumont, la fille disparue d'Alexandre Beaumont, une enfant qui avait été arrachée à sa famille par la gouvernante obsessionnelle de son père, une petite fille qui avait tout oublié à cause du traumatisme. Mais elle était aussi Sophie Caron, la jeune femme élevée par Gérard Petit, qui aimait sa ferme, ses oliviers, sa vie simple en Occitanie, celle qui s'était construite une identité, une existence à partir de rien. Comment réconcilier ces deux personnes ? Comment devenir Claire sans trahir Sophie ? Je peux me joindre à toi. La voix d'Alexandre la fit sursauter. Il se tenait debout devant elle, hésitant, comme s'il craignait d'envahir son espace. Sophie hocha la tête, et il s'assit à l'autre extrémité du banc, respectant sa distance. « Je sais que c'est bouleversant, » dit-il doucement. « Je ne m'attends pas à ce que tu redeviennes Claire du jour au lendemain. Je sais que tu as une vie, une identité que tu as construite. Je ne sais plus qui je suis, » admit Sophie. « Claire est une étrangère pour moi. Une petite fille que je ne connais pas, dont je ne me souviens presque pas. Tu n'as pas à choisir, » affirma Alexandre. « Tu peux être les deux, Sophie Claire, le présent et le passé réunis. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Sophie vit au-delà du milliardaire. Elle vit un père qui avait souffert, qui avait perdu sa fille, et qui venait miraculeusement de la retrouver. « Maintenant, nous devons retrouver Monique, » dit Alexandre, son visage s'assombrissant. Comprendre pourquoi elle a fait ça. Les enquêteurs ont-ils des pistes ? Pas encore, elle semble avoir disparu, mais Fournier pense avoir trouvé quelque chose dans les archives de la villa. Il nous attend à l'hôtel. Maître Fournier avait étalé sur la table basse de la suite plusieurs documents, photos et dossiers. J'ai demandé à mes associés de fouiller dans les archives de la villa Beaumont
Avec l'autorisation de M. Beaumont, expliqua-t-il, ce que nous avons découvert est troublant. Il montra une série de photos. Monique Duret plus jeune, lors de son embauche chez les Beaumont 25 ans plus tôt, une femme de 30 ans, au visage sévère mais pas dénué de beauté, aux cheveux noirs tirés en chignon strict. Monique est entrée à votre service en 2000, juste après votre mariage avec Hélène, expliqua Fournier à Alexandre. Selon les témoignages recueillis auprès d'autres employés, elle a toujours été extrêmement dévouée, certains parlent même d'une dévotion excessive ou étrange. « J'ai toujours pris cela pour de la loyauté », murmura Alexandre, incrédule. « Ce n'était pas de la loyauté », corrigea Fournier en sortant un carnet à la couverture usée. « C'était de l'obsession. Nous avons trouvé ceci dans un compartiment secret de sa chambre à la villa. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie. « Son journal intime, ou plutôt son journal de fantasme. » Fournier semblait mal à l'aise. « Je vous épargne les détails les plus dérangeants. Mais Monique y écrit comme si elle était votre épouse, monsieur Beaumont. Elle y décrit la vie qu'elle imagine avec vous, les enfants qu'elle aurait voulu avoir avec vous. Elle y parle d'Hélène comme d'une usurpatrice temporaire. » Alexandre pâlit. Dégoûté, c'est monstrueux. Les premières entrées datent de son arrivée chez vous. Au début, c'étaient des fantasmes relativement inoffensifs. Mais après la naissance de Claire, le ton change. Monique commence à considérer votre fille comme un obstacle à son bonheur avec vous. Il tourna quelques pages. Elle écrit ici. La petite accapare toute son attention. Il ne voit plus que par elle. Quand elle n'est pas là, il ne parle que d'elle. Si seulement elle disparaissait. Sophie frissonna. Elle a planifié mon enlèvement pendant des années. Apparemment, c'est un voyage d'affaires particulier qui a déclenché son passage à l'acte, expliqua Fournier, en montrant une entrée datée de juin 2009. Vous reveniez d'un séjour à New York, monsieur Beaumont. Vous aviez décidé de prendre 2 semaines de vacances pour être exclusivement avec votre famille. Alexandre ferma les yeux. Le souvenir lui revenant. Oui, c'était après la signature du contrat Manhattan Plaza. J'avais réalisé que je passais trop de temps au travail, que je ratais des moments précieux avec Claire. Selon Monique, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Poursuivit Fournier. Elle écrit. Il abandonne tout pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui, après toutes ces années à ses côtés. Il ne me voit toujours pas. Je dois agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, quand la petite ne sera plus là. Hélène s'effondrera. Et je serai là pour le consoler, pour lui montrer que je suis la seule qui ne l'abandonnera jamais. Un silence horrifié s'abattit sur la pièce. Sophie sentait la nausée monter en elle. Cette femme avait détruit sa vie, l'avait arrachée à sa famille. Tout cela par obsession malsaine. Et le plan a fonctionné, murmura Alexandre, dévasté. Hélène est morte de chagrin 3 ans après. Et Monique était là, à mes côtés, me soutenant pendant mon deuil. Attendez, interrompit Sophie. Vous dites que ces ravisseurs m'ont déposé sur une route en espérant que quelqu'un me trouve rapidement, mais si le but de Monique était de me faire disparaître définitivement, pourquoi ne pas s'assurer que j'étais emmenée plus loin, à l'étranger comme prévu initialement ? Parce qu'elle n'avait aucun contrôle sur eux une fois qu'elle les avait payés, suggéra Fournier. Moreau et Girard ont eu un éclair de conscience et ont changé le plan sans la consulter. Elle a dû être furieuse quand elle a appris qu'ils ne m'avaient pas emmenée comme convenu, réfléchit Sophie. Mais pourquoi ne pas avoir tenté de me retrouver ensuite ? Pour terminer le travail ? Peut-être parce que le mal était déjà fait, proposa Alexandre. Tu avais disparu, c'est tout ce qui comptait pour elle, et les ravisseurs t'avaient déposé suffisamment loin pour que personne ne fasse le lien avec ta disparition à Toulouse. De plus, ajouta Fournier, tu étais amnésique, même si quelqu'un avait fait le rapprochement, tu n'aurais pas pu confirmer ton identité. Sophie se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Et maintenant, où est-elle ? Nos équipes la recherchent, assura Fournier. Nous avons alerté toutes les frontières, les gares, les aéroports. Elle n'ira pas loin. Elle est dangereuse, affirma Sophie. Si elle a fait tout ça par obsession, qui sait ce qu'elle pourrait faire maintenant que la vérité a éclaté ? Alexandre s'approcha d'elle et, après un moment d'hésitation, posa doucement sa main sur son épaule. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Claire, Sophie, ma fille. Pour la première fois depuis qu'elle avait appris la vérité, Sophie ne se déroba pas à son contact.
Au contraire, elle se tourna vers lui et, dans un geste qui surprit autant Alexandre qu'elle-même, elle se blottit contre lui, comme si son corps se souvenait de ce réconfort paternel que son esprit avait oublié. Dehors, le soleil déclinait sur Carcassonne, teintant de pourpre les remparts médiévaux. Quelque part dans la nuit qui tombait, Monique Duret préparait sa vengeance, refusant d'abandonner l'homme qu'elle considérait comme sien, refusant d'accepter le retour de l'enfant qu'elle avait tenté d'effacer. « Elle reviendra à la villa », affirma Alexandre en fixant la carte de France étalée sur la table. « C'est sa maison, son territoire. C'est là qu'elle se sent en sécurité. » 3 jours s'étaient écoulés depuis les révélations sur Monique. 3 jours pendant lesquels Sophie avait commencé une thérapie intensive avec une spécialiste des amnésies traumatiques, tandis qu'Alexandre et Fournier coordonnèrent les recherches pour retrouver Monique Duret. « Vous êtes sûr ?» demanda le commissaire Renard, un homme trapu aux cheveux poivre et sel qui dirigeait l'enquête. « Nos informations indiquent qu'elle a retiré une somme importante en liquide avant de disparaître. Elle pourrait être n'importe où, peut-être même à l'étranger. »« Non », insista Alexandre. « Je la connais, ou du moins, je pensais la connaître. » Il passa une main fatiguée sur son visage. « Monique vit dans un monde fantasmé, où la villa est notre maison à tous les deux. Si elle fuit, c'est temporaire, stratégique. Elle reviendra. » « Dans ce cas, » intervint Fournier, « nous devons l'attendre là-bas, lui tendre un piège. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. « Je dois y être. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Hors de question, » répliqua immédiatement Alexandre. « C'est trop dangereux. » « C'est justement le danger qui la fera sortir de sa cachette, » argumenta Sophie. « Pense comme elle, Alexandre. Qu'est-ce qui pourrait la pousser à agir imprudemment ? Ma présence dans sa maison, avec son homme. Rien ne pourrait la rendre plus folle de rage. » Un silence suivit ces paroles. L'idée était risquée, mais logique. « Mademoiselle a raison, » admit finalement le commissaire Renard. « Nous pourrions organiser une confrontation contrôlée. La villa serait entièrement sécurisée, avec des agents en civil postés à tous les points stratégiques. » Alexandre secouait la tête, réticent. « Je viens juste de te retrouver. Je refuse de te mettre en danger. » Sophie s'approcha de lui et posa une main sur son bras. Un geste qui devenait peu à peu naturel entre eux. « Je ne risque rien avec toute la police autour de nous, et j'ai besoin de la confronter, tu comprends ? Cette femme m'a volé 16 ans de ma vie. Elle a détruit notre famille. Je dois la regarder dans les yeux et comprendre. » Après un long moment d'hésitation, Alexandre acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais à une condition. Gérard doit aussi venir avec nous. »« Gérard » s'étonna Sophie. « Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de cette histoire. Il t'a élevé, il t'a donné une vie, et... » Alexandre hésita. « Et parce que je lui dois des remerciements. Sans lui, tu aurais pu mourir sur cette route. » Gérard Petit n'avait jamais pris l'avion. À 70 ans, l'idée même de quitter sa ferme pour voyager jusqu'à Annecy, dans les Alpes, lui semblait absurde. Pourtant, quand Sophie lui avait expliqué la situation, il n'avait pas hésité une seconde. « Bien sûr que je viens, » avait-il dit en préparant son vieux sac de voyage. « Tu crois que je vais te laisser affronter cette folle toute seule ?» À présent, ils étaient tous réunis dans le jet privé d'Alexandre, survolant la France en direction d'Annecy. Le plan était simple. S'installer à la villa, faire croire que la vie reprenait son cours normal, avec Sophie présentée officiellement comme Claire Beaumont retrouvée, et attendre que Monique se manifeste. « Comment savoir si elle est déjà de retour à Annecy ?» demanda Gérard, mal à l'aise dans le luxueux fauteuil en cuir. « Mes équipes surveillant la villa depuis 2 jours, » expliqua Fournier. « Aucun signe d'elle pour l'instant. Mais plusieurs de nos informateurs affirment l'avoir aperçue dans la région hier. » Sophie regardait par le hublot, les pensées tournoyant dans son esprit. Depuis qu'elle avait commencé la thérapie, des fragments de souvenirs revenaient, comme des pièces d'un puzzle immense. Elle se rappelait désormais la sensation des bras de sa mère autour d'elle, l'odeur de son parfum. Elle se souvenait de son ancienne chambre, avec ses poupées alignées sur une étagère rose. Des bribes de sa vie d'avant ressurgissaient, créant un pont fragile entre Claire et Sophie. « À quoi penses-tu » demanda doucement Alexandre, s'asseyant face à elle. « Je me demande si je vais reconnaître la maison, » admit-elle, « si elle me semblera familière ou totalement étrangère. »« Tu y as vécu pendant 8 ans, » dit Alexandre. « Quelque part, au fond de toi, tu la connais. » L'avion amorça sa descente vers l'aéroport d'Annecy. Au loin,
Le lac scintillait sous le soleil de mai, bordé par les montagnes encore coiffées de neige. La villa Beaumont était une imposante demeure de style Belle Époque. Nichée sur les hauteurs d'Annecy, avec une vue imprenable sur le lac, entourée d'un parc de 3 hectares, protégée par de hautes grilles et un système de sécurité sophistiqué, elle ressemblait davantage à une forteresse luxueuse qu'à un foyer. Lorsque la voiture franchit le portail, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Des images floues dansaient dans son esprit. Elle, petite, courant sur cette même allée bordée de tilleuls. Elle, riant aux éclats, tandis qu'Alexandre la poursuivait sur la pelouse. « Ça va », s'inquiéta Gérard, assis à côté d'elle. Elle hocha la tête, incapable de parler. C'était comme si 2 mondes entraient en collision. Son passé et son présent, Claire et Sophie, fusionnant douloureusement. « Chaque pièce a été inspectée », expliqua le commissaire Renard en les accueillant sur le perron. « Nous avons installé des caméras discrètes et des micros. 6 de mes hommes sont postés à l'intérieur, déguisés en personnel de maison, et 8 autres surveillant le périmètre extérieur. Elle connaît tous les employés habituels, » objecta Alexandre. Elle se méfiera de visages nouveaux. Nous avons prévu une explication. Après la découverte de son implication, vous avez renvoyé tout l'ancien personnel et engagé une nouvelle équipe, précisa Fournier. C'est plausible et cela justifie les nouvelles têtes. Ils entrèrent dans le vaste hall d'entrée, The Hall. Dominé par un escalier monumental en marbre blanc, Sophie s'immobilisa, saisie par un souvenir vif. Elle, en robe de princesse, dévalant ses marches le jour de son 6e anniversaire, tandis que sa mère l'attendait en bas, les bras ouverts. « Ma chambre », murmura-t-elle soudain. Elle était au 2e étage, la 3e porte à droite après l'escalier. Alexandre la regarda avec émotion. « Tu t'en souviens ? Pas entièrement, juste. Des impressions, des images. » Ils montèrent l'escalier, Sophie en tête, comme guidée par une force invisible. Elle s'arrêta devant la porte indiquée, hésita, puis l'ouvrit lentement. La chambre était exactement comme dans ses fragments de souvenirs. Le lit à baldaquin avec sa couette rose, l'étagère de poupée, le bureau où s'empilaient encore des feuilles de dessin jaunies par le temps. Et sur le mur, encadré, le même dessin que celui qu'elle avait gardé pendant toutes ces années. La maison jaune, le jardin de fleurs rouges, le soleil souriant. C'est comme si le temps s'était arrêté, murmura-t-elle. Parce qu'il s'est arrêté pour moi le jour de ta disparition, répondit Alexandre. La voix brisée par l'émotion, Gérard observait la scène avec un mélange de tristesse et de résignation. La chambre luxueuse, les jouets coûteux, les photos de famille sur les murs, tout cela témoignait d'une vie privilégiée que sa Sophie n'avait jamais connue. « Tu aurais dû grandir ici », dit-il doucement, « dans le confort, entourée de ta famille. » Sophie se tourna vers lui. « Non, Gérard, je ne regrette pas la vie que j'ai eue avec toi. Tu m'as donné autre chose. La simplicité, le travail de la terre. L'amour inconditionnel ?» Un agent de police entra discrètement dans la chambre. « Tout est prêt, commissaire. Les équipes sont en place. » Le commissaire Renard hocha la tête. « Parfait. Maintenant, nous devons faire savoir à tout Annecy que Claire Beaumont est de retour chez son père. »« Comment ?» demanda Alexandre. « Une interview exclusive pour le journal local, » proposa Fournier. « Nous contrôlerons le contenu, bien sûr, mais l'information se répandra comme une traînée de poudre. Monique l'apprendra rapidement si elle est dans les parages. »« Et ensuite ?» s'inquiéta Gérard. « Ensuite, nous attendons, » répondit le commissaire. « Elle viendra. Son obsession est trop forte pour qu'elle résiste à l'idée de vous voir ensemble. » Sophie s'approcha de la fenêtre et regarda le parc en contrebas, les jardins impeccablement entretenus. Les arbres centenaires, quelque part au-delà de ces murs, Monique Duret attendait son moment, la femme qui avait orchestré l'enlèvement d'une enfant par jalousie maladive, la femme qui avait détruit une famille par obsession. « Qu'elle vienne !» murmura Sophie, une détermination nouvelle dans la voix. « Je suis prête à l'affronter. » L'article parut dans le Dauphiné libéré 3 jours plus tard, en première page. Miracle à Annecy, Claire Beaumont retrouvée après 16 ans. La photo montrait Sophie et Alexandre sur la terrasse de la villa, souriant aux côtés de Gérard Petit, présenté comme l'homme qui a élevé Claire sans connaître sa véritable identité. L'interview, soigneusement orchestrée, racontait les retrouvailles émouvantes sans mentionner Monique ni l'enquête en cours. Le piège était tendu. Ce soir-là,
Un dîner avait été organisé dans la grande salle à manger de la villa. Les agents en civil, déguisés en personnel de maison, s'affairaient autour de la table, tandis que d'autres surveillaient discrètement chaque entrée, chaque recoin de la propriété. « Vous croyez vraiment qu'elle va se montrer aussi facilement ?» demanda Gérard à voix basse, mal à l'aise dans le costume qu'Alexandre avait insisté pour lui offrir. Monique est intelligente, mais son obsession la rend prévisible, répondit Fournier qui supervisait l'opération depuis une pièce adjacente transformée en QG temporaire. L'article mentionne que vous dînez ensemble ce soir. Pour elle, c'est une provocation insupportable. Vous trois, réunis comme une famille, dans sa maison. Sophie portait une robe simple mais élégante. Ses longs cheveux blonds remontaient en un chignon lâche. Elle ressemblait de plus en plus à sa mère, dont les photos ornaient les murs du salon. La thérapie intensive de ces derniers jours avait fait ressurgir davantage de souvenirs, des bribes de son enfance, des moments avec Hélène, le son du piano qu'elle jouait autrefois. « Tu es magnifique », dit doucement Alexandre en lui servant un verre d'eau. « Tu ressembles tellement à ta mère, je commence à me souvenir d'elle », admit Sophie. Son parfum surtout, des notes de jasmin et de rose, et sa façon de me lire des histoires le soir. En faisant des voix différentes pour chaque personnage, le dîner commença dans une ambiance étrange, à la fois familiale et tendue par l'attente. Les plats se succédaient, préparés par un chef qui n'était autre qu'un lieutenant de police. La conversation oscillait entre souvenirs retrouvés et projets d'avenir, tandis que les minutes s'égrenaient, 22 heures, toujours aucun signe de Monique. Peut-être avons-nous surestimé son audace, suggéra le commissaire Renard, qui supervisait l'opération aux côtés de Fournier. Ou peut-être qu'elle attend son moment, répondit ce dernier. Les lumières de la salle à manger sont visibles depuis le parc. Elle nous observe peut-être en ce moment même. Cette pensée fit frissonner Sophie. L'idée d'être épiée par cette femme qui avait orchestré sa disparition lui donnait la chair de poule. Pourtant, elle restait déterminée à la confronter, à comprendre ce qui pouvait pousser un être humain à commettre un acte aussi monstrueux. À 23 heures, alors qu'il prenait le café dans le salon, un agent fit irruption. Mouvement suspect dans le parc. Côté est, une silhouette s'approche par les buissons. Tous se tendirent. Le moment était venu. Restez naturel, ordonna Renard à voix basse. Continuez votre conversation. Nos hommes sont en position. Alexandre posa sa tasse, s'efforçant de paraître détendu malgré son cœur qui battait à tout rompre. Sophie prit une profonde inspiration, cherchant à calmer les tremblements qui agitaient ses mains. Gérard, lui, fixait la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, comme s'il s'attendait à y voir surgir un fantôme. Le silence s'installa, lourd, oppressant, uniquement rompu par le tic-tac de la pendule ancienne sur la cheminée, et soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'étage. « Elle est entrée par la chambre de Claire », murmura Alexandre. « Équipe 2 et 3, à l'étage immédiatement », ordonna Renard dans son micro dissimulé. « Équipe 1, restez en position autour du salon. » Des pas résonnèrent dans l'escalier. Lent, mesuré, presque solennel, la porte du salon s'ouvrit lentement, révélant une silhouette mince dans l'encadrement. Monique Duré n'avait pas l'apparence d'une fugitive. Impeccablement vêtue d'un tailleur gris anthracite, ses cheveux noirs striés de gris coiffés en un chignon sévère, elle se tenait droite, digne, un léger sourire flottant sur ses lèvres minces. Seuls ses yeux trahissaient son état mental. Deux puits noirs brillant d'une intensité maladive. « Bonsoir, Alexandre », dit-elle d'une voix étonnamment douce. « Je suis revenue à la maison. »« Ce n'est plus votre maison, Monique », répondit froidement Alexandre en se levant. « Vous n'êtes plus la bienvenue ici. » Le sourire de Monique vacilla légèrement. Son regard se posa sur Sophie, et une expression de dégoût déforma momentanément ses traits. « Alors c'est vrai, vous l'avez ramenée ?» Elle avança d'un pas dans la pièce. 16 ans de paix, et vous gâchez tout en la ramenant ici. Paix, s'exclama Alexandre avec incrédulité. Vous appelez ça la paix, ma fille disparue, ma femme morte de chagrin, et moi vivant comme une ombre. Monique balaya ces mots d'un geste de la main. Des ajustements nécessaires. Vous ne voyiez pas clair, Alexandre. Vous ne compreniez pas que c'était moi qui prenais soin de vous. Moi qui vous aimais vraiment. Sophie se leva à son tour, confrontant pour la première fois la femme qui avait détruit sa vie. Vous appelez ça de l'amour, arracher une enfant à sa famille, détruire des vies par jalousie. Le regard de Monique se durcit.
Tu n'es pas censé être ici. Tu étais un obstacle. Tu l'accaparais. Tu l'éloignais de moi. Il ne voyait plus que toi. J'étais sa fille, s'exclama Sophie, sa voix tremblant d'indignation. Et moi, j'étais quoi? Cria soudain Monique, perdant son apparente sérénité. 25 ans à ses côtés. 25 ans à préparer ses repas, à organiser sa vie, à le consoler dans son chagrin. Et il ne m'a jamais vue, jamais. Son visage se tordait maintenant de rage, révélant enfin la folie qu'elle avait si longtemps dissimulée sous un masque d'efficacité et de dévotion. « J'ai tout fait par amour, Alexandre », poursuivit-elle, des larmes de frustration coulant sur ses joues. « Tu devais être à moi. Hélène est morte, comme je l'avais prévu, de chagrin. Et maintenant cette fille revient pour tout gâcher à nouveau. » Alexandre la fixait avec un mélange d'horreur et de pitié. Et « L'amour ne détruit pas, Monique. L'amour n'arrache pas une enfant à sa famille. Vous ne connaissez pas l'amour, seulement l'obsession égoïste et destructrice. Vous avez indirectement tué ma femme et volé 16 ans de la vie de ma fille. » Monique sortit soudain un petit revolver de sa poche, le pointant d'une main tremblante vers Sophie. « Je peux encore rectifier les choses. Si elle disparaît définitivement cette fois, nous pourrons recommencer. » Plusieurs agents se précipitèrent, armes au poing. Mais Alexandre leva une main pour les arrêter. « Monique, c'est fini. Regardez autour de vous. Vous êtes cernée. Il n'y a aucune issue. Il y a toujours une issue, » murmura-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur démente. « Je peux encore la faire disparaître et ensuite... Et ensuite quoi ?» intervint doucement Gérard. Parlant pour la première fois, « Vous pensez qu'Alexandre pourrait vous aimer après ça? Après que vous ayez tué sa fille sous ses yeux ?» Monique tourna son regard vers le vieil homme, momentanément déstabilisé. « Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Vous qui l'avez gardé, caché pendant toutes ces années. »« Je l'ai protégé, » corrigea fermement Gérard. « Je lui ai donné un foyer, de l'amour, ce que vous avez tenté de lui voler. »« Taisez-vous » hurla Monique, le visage déformé par la rage. Elle pointa son arme vers Gérard, puis vers Sophie, indécise, sa main tremblant de plus en plus. Sophie fit un pas en avant, surprenant tout le monde. « Tirez, si vous en êtes capable, » dit-elle calmement. « Mais sachez une chose, même si vous me tuez, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Mon père ne vous aimera jamais. Il vous méprisera jusqu'à la fin de ses jours. » Une expression de doute traversa le visage de Monique. Son arme s'abaissa légèrement. « C'est terminé, Monique, » dit doucement Alexandre. « Rendez-vous, vous avez besoin d'aide. » Pendant une fraction de seconde, il sembla que Monique allait obtempérer, puis son visage se durcit à nouveau. Elle releva brusquement son arme, visant Sophie. « Si je ne peux pas la voir, personne ne... » Une détonation retentit. Monique s'effondra, touchée à l'épaule par un tir précis d'un des agents. L'arme tomba de sa main, cliquetant sur le parquet. En un instant, elle fut maîtrisée, menottée. Des policiers l'entourant tandis qu'un médecin examinait sa blessure. « Emmenez-la !» ordonna le commissaire Renard, alors qu'on la relevait. Monique lança un dernier regard à Alexandre. Un regard où la haine se mêlait à une supplication muette, l'ultime manifestation d'une obsession qui avait dévoré sa vie entière. « Je t'ai tout donné », murmura-t-elle. « Tout, et vous avez tout pris en retour », répondit-il simplement. Les policiers l'escortèrent hors du salon, dans le silence qui suivit. Sophie, Alexandre et Gérard restèrent immobiles, comme pétrifiés par l'intensité de la scène qu'ils venèrent de vivre. « C'est fini », dit finalement le commissaire Renard. « Elle ne vous fera plus jamais de mal. » Sophie s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières des voitures de police s'éloigner dans l'allée. 16 ans de mystère venaient de trouver leur dénouement dans cette confrontation terrifiante. Une page se tournait, restait à en écrire une nouvelle. 1 an plus tard, mai 2026, le soleil printanier baignait la propriété des Beaumont d'une lumière dorée. Dans le parc de la villa d'Annecy, des centaines de lanternes blanches avaient été suspendues aux branches des arbres centenaires. Des tables drapées de lin blanc s'alignaient sur la pelouse, ornées de bouquets de fleurs sauvages. Ces mêmes fleurs qui poussaient autrefois dans les champs entourant la ferme de Gérard. C'était le jour du 25e anniversaire de Sophie-Claire Beaumont-Caron, et la première grande célébration depuis les événements qui avaient bouleversé sa vie 1 an auparavant. Dans sa chambre, Sophie ajustait une dernière fois sa tenue, une robe simple mais élégante,
d'un vert pâle qui faisait ressortir ses yeux, ses longs cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules. Ornée seulement d'une petite barrette en argent ayant appartenu à sa mère, un léger coup à la porte la fit se retourner. « Puis-je entrer » demanda Alexandre. Sophie sourit. Bien sûr, son père, elle l'appelait ainsi désormais, avec une aisance qui s'était installée progressivement, entra, élégant dans son costume gris clair. Il tenait une petite boîte en velours bleu. « Un cadeau » expliqua-t-il. « Il appartenait à ta mère ?» Sophie ouvrit l'écrin pour découvrir un collier en or blanc, orné d'un pendentif en émeraude taillé en forme de larme. « C'est magnifique » murmura-t-elle. « Hélène le portait le jour de ton baptême » dit Alexandre, la voix légèrement voilée par l'émotion. « Elle aurait voulu que tu l'aies pour tes 25 ans. » Il l'aida à mettre le bijou, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent dans le miroir. Deux paires d'yeux qui reflétaient le long chemin parcouru ces 12 derniers mois. L'année écoulée n'avait pas été facile. Après l'arrestation de Monique, les médias s'étaient emparés de l'histoire. Transformant leur drame personnel en feuilleton national, le procès avait eu lieu 6 mois plus tard, exposant au grand jour l'obsession malsaine de la gouvernante, condamnée à 30 ans de réclusion pour enlèvement d'enfants et tentative de meurtre. Monique purgeait désormais sa peine dans un quartier psychiatrique, son esprit toujours prisonnier de son fantasme délirant. Moreau et Girard avaient reçu des peines réduites en échange de leur coopération, mais ils porteraient à jamais le poids de leurs actions. Leur témoignage avait été crucial pour comprendre les détails de l'enlèvement et les motivations de Monique. Pour Sophie, la reconstruction avait été progressive. La thérapie intensive l'avait aidée à récupérer de nombreux souvenirs d'enfance, à renouer avec son passé, mais elle avait fermement refusé d'abandonner son prénom actuel ou son attachement à son enfance occitane. Elle était désormais légalement Sophie Claire Beaumont-Caron, un nom qui honorait à la fois son passé retrouvé et les 16 années vécues dans la ferme de Gérard. « Les invités commencent à arriver » dit Alexandre. « Es-tu prête » Sophie hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Oui, allons-y. » Ils descendirent ensemble le grand escalier de marbre. Dans le hall, Gérard les attendait, inhabituellement élégant dans un costume que Sophie l'avait convaincu d'accepter comme cadeau. À 71 ans, le vieil homme paraissait rajeuni, comme si un poids énorme avait été ôté de ses épaules. « Ma petite » dit-il avec émotion en voyant Sophie. « Tu es splendide !» Elle l'embrassa tendrement sur la joue. « Merci d'être là, Gérard. »« Où voulais-tu que je sois ?» répondit-il avec un petit rire. « J'ai une coupe de champagne à lever pour ma petite fille. » Non. Ce terme, « petite fille », avait une résonance particulière. Au cours de l'année écoulée, un lien inattendu s'était tissé entre Alexandre et Gérard. Une amitié improbable entre deux hommes que tout semblait séparer. Mais qu'unissait l'amour sincère qu'il portait à Sophie, Alexandre avait proposé à Gérard de quitter sa ferme pour s'installer dans une confortable maison sur la propriété d'Annecy. Mais le vieil homme avait d'abord refusé, attaché à sa terre. C'est Sophie qui avait trouvé la solution. Avec l'aide financière d'Alexandre, elle avait transformé la modeste ferme occitane en une exploitation agricole biologique moderne et prospère, qui continuait à fonctionner sous la direction d'un jeune couple passionné. Gérard y passait la moitié de l'année, supervisant les récoltes et transmettant son savoir, tandis qu'il vivait les mois d'hiver dans une jolie maison en pierre construite pour lui dans le parc de la Villa Beaumont. Ainsi, Sophie pouvait honorer ses deux vies, partageant son temps entre Annecy et l'Occitanie, entre son père retrouvé et l'homme qui l'avait élevé. Ils sortirent sur la terrasse où les invités commençaient à se rassembler. Des amis de Sophie de sa vie en Occitanie, des relations d'Alexandre, des personnes qui avaient joué un rôle dans leur histoire extraordinaire. Maître Fournier était là, ainsi que le commissaire Renard. Même la thérapeute qui avait aidé Sophie à récupérer ses souvenirs avait été conviée. Un petit orchestre jouait doucement sous une tonnelle fleurie. Les conversations s'interrompirent à l'arrivée de Sophie. Suivie de ces deux figures paternelles qui encadraient désormais sa vie, Alexandre leva son verre de champagne. « Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Le silence se fit dans l'assemblée. « Il y a 16 ans, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « J'ai perdu ma Claire. Aujourd'hui, je célèbre l'anniversaire de ma Sophie Claire. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « L'histoire qui nous a réunis est extraordinaire et douloureuse. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour nous souvenir de la douleur. Nous sommes ici pour célébrer la vie, la résilience et le pouvoir de l'amour qui survit au temps, à la distance et aux ténèbres. »
Il se tourna vers sa fille, les yeux brillants d'émotion. « Tu es mon plus grand trésor, Sophie Claire, et je promets de te protéger et de t'aimer pour le reste de ma vie. » Des applaudissements émus saluèrent ces paroles. Sophie s'approcha et serra son père dans ses bras, puis tendit la main vers Gérard pour l'inclure dans cette étreinte familiale. La fête se poursuivit dans la douceur du soir. Sophie passait d'un groupe à l'autre, riant, discutant, savourant ce moment unique où son passé et son présent se rejoignaient enfin harmonieusement. Elle avait surmonté la crise d'identité initiale, comprenant peu à peu qu'elle n'avait pas à choisir entre Claire et Sophie. Elle était les deux à la fois, enrichie par ces deux existences si différentes. Plus tard dans la soirée, alors que les lanternes brillaient comme des étoiles dans les arbres, Sophie s'éloigna un moment de l'animation. Elle se dirigea vers la façade ouest de la villa, où une plaque de marbre avait été posée à la mémoire d'Hélène Beaumont. Elle y déposa une rose blanche, effleurant du bout des doigts le nom de cette mère dont elle redécouvrait chaque jour un peu plus le souvenir. « Je crois qu'elle serait fière de toi », dit Alexandre qui l'avait suivi discrètement. « De la femme que tu es devenue, malgré tout. » Sophie sourit, essuyant une larme. « J'aurais aimé la connaître plus longtemps. Elle vit en toi, » murmura Alexandre. « Dans tes yeux, dans ton sourire, dans cette force tranquille qui t'habite. » Ils regagnèrent ensemble la fête. La nuit était tombée, et les lanternes créaient une atmosphère magique, comme suspendue hors du temps. Sophie repéra Gérard qui racontait avec animation des histoires d'Occitanie à un groupe d'invités captivés. De l'autre côté du jardin, accroché entre deux chênes centenaires, un grand cadre illuminé attirait les regards. Il contenait 2 dessins côte à côte, l'original que Claire avait réalisé 16 ans auparavant, et un nouveau, créé par Sophie pour son anniversaire. La même maison jaune, le même jardin de fleurs rouges, mais enrichi de nouveaux détails. 3 silhouettes se tenant par la main devant la maison, un olivier à l'horizon, et un soleil plus grand, plus rayonnant. Ces 2 dessins, encadrant 16 années de séparation et de souffrance, étaient désormais le symbole de leur histoire familiale extraordinaire. L'histoire d'une enfant perdue et retrouvée, d'un père brisé puis reconstruit, d'un vieil homme généreux qui avait offert un foyer quand tout semblait perdu. Sophie contempla cette œuvre qui résumait si parfaitement son voyage personnel. Elle savait maintenant que l'identité n'était pas une question de choix entre 2 vies, mais la somme de toutes nos expériences, de tous nos liens, de tous les chemins parcourus, tandis que la musique s'élevait dans la nuit étoilée d'Annecy. Sophie Claire Beaumont-Caron leva son verre vers le ciel, dans un toast silencieux à cette vérité universelle. Même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour finit toujours par trouver son chemin vers la lumière.